Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi, Marco, l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Hey! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bon. Ça sent les vacances. Ouais, parle pour toi. Oh yeah, baby! Calme-toi, Elvis Story, là. C'est toi, Martin Fontaine? Non. Il y a vraiment les cheveux laids, par exemple. Il y a vraiment des cheveux dégueulasses. Ben là, je n'ai pas parlé de lui pour qu'on l'insulte, là. J'ai juste parlé de lui de même, là. Je sais pas si tu as remarqué aujourd'hui, j'ai mis une de mes vestes préférées. Ouais, ta veste de vendu. Je suis revenu dans le bandwagon, mon chum, let's go, on y va. Moi et toi ensemble. Fais pas de toi ici. Moi là, ta mauvaise influence. Forever. Ouais, c'est ça, va s'en voir. Bref. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait un rétro review, mon cher ami. Oh oui, King of the Ring 1998. Off avec les têtes! Comment? Off avec les têtes! Je comprends pas. Mais off with her head, c'est ça le... Ah, ok. Ouais. C'est vrai, le tagline, ok, ouais. On sort le coup près. Ça va comme pris du temps WWE en ce moment. C'est pas vraiment drôle de rire de ça. Hein. Non, si vous êtes vieux, à Star, on veut plus de vous autres. Ben. C'est la fin que je pourrais faire pareil avec lui-même, qui se crisse dehors, c'est le fun. On n'est pas là pour parler de lutte moderne, on est là pour parler de rétro review. Donc, c'est pas les mêmes personnes qui regardent ça, évidemment. Mais on vous invite à le faire si jamais vous tombez dessus. Parce que c'est toujours très intéressant. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Des gros débats tout le temps. Le mois de juin qui commence en force avec King of the Ring 98, ça c'est ce soir, notre retro review, mais ça sera pas le seul King of the Ring qu'on va faire. Le prochain, ça va être... Oui. Question de aller vers l'avant, il faut aller un peu en arrière. Avec oui, t'as raison. J'adore aller en arrière. C'était l'historique des cash-in Money in the Bank, donc l'historique complet des 33 matchs, ladder match Money in the Bank et des cash-in, donc qui ont marché et qui n'ont pas marché. Ça s'est quand même fait bien. En 2 heures, on a réussi à passer au travail des 33. Puis on a quasiment parlé de chaque. C'est sûr qu'il y en a qui ont été moins intéressants, ça a été plus vite, mais en général, on a été capable de donner notre opinion sur chaque. Ben, c'est ça l'important. Si on fait juste parler les affaires, puis lire Wikipédia, puis faire comme ça, on savait ce qu'on disait. T'as raison. Il y en a trop qui font ça. Nous autres, on n'est pas de même. Ouais. Non, pas tout. C'est ça. Puis sinon, à travers la table, allez voir notre excellente entrevue avec Rock and Road. Écoute, c'était à se pisser dessus, ou bien en tout cas, à se faire un numéro 2 dessus. Allez voir l'entrevue, vous allez comprendre le lien. Mais là, ça fait 2 semaines. Là, cette semaine, on avait Pee-Wee, puis on avait Robbie Hennessy. Ah ben oui, t'as raison. Toi, on avait Pee-Wee puis Robbie Hennessy cette semaine parce que c'était le spécial NSPW Golden Opportunity. T'as tellement aimé rock'n'roll que t'en parles à tous les semaines à cette heure. La semaine prochaine, ça va être pareil. Mais ouais, NSPW et évidemment, mardi à travers la table, la semaine prochaine, on va parler, ça va être le spécial GPW au centre Slush Poppy. Évidemment, gala qu'on va être à l'animation. Les commentateurs, en fait, pas l'animation, mais les commentateurs de la soirée. Donc, comme l'année passée, notre deuxième Slush Poppy en arrêt de la cravate qui s'en vient. Donc, yes, sir. Ouais. Et voilà. Et évidemment, au mois de juin, comme on le disait tantôt, on a eu le Cash in Money in the Bank, on a le King of the Ring 98 ce soir, et on a le Retro Review King of the Ring 2001. Ça, c'est la semaine prochaine. Et on termine ce beau mois-là. Confirmé. Ah, parfait. Et on termine ce beau mois-là avec Jim Cornette, la biographie de Jim Cornette. Et je rappelle que Jim Cornette ne sera pas au podcast. C'est pour ça que j'ai mis le mois de juin, parce que je ne savais pas quelle conversation la semaine prochaine. Fait que je voulais être sûr avant de le mettre. Parfait. Là, tu ça va répondre à ma question. Merci. Et voilà. Mais est-ce que tu es prête, mon cher TJ, à commencer enfin ce podcast-là? Il me semble que je me sens dedans. Ben, moi, ça dépend de toi. Si tu me donnes le go, on y va. Ouais? On y va? Ouais. Parfait, on peut commencer le podcast. Let's go! Tu me donnes le go. Ah, ok, parfait. Le go! Voilà. Oh, non, pas ça, là. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Dans la vraie vie! Le grand retour! Au grand plaisir de tout le monde, à part Marco! Il n'y a personne qui aime ça. Il y a 2 personnes qui aiment ça.
Ah non, il y a plus de monde qui aime ça, c'est parce qu'ils sont trop gênés pour te le dire, mais il y en a plus que ça, je te le garantis. Bon. Fait que voilà, dans la vraie vie, le segment où je suis venu à Marco dans la culture populaire, qu'est-ce qu'il y avait dans le tour d'événements qu'on fait aujourd'hui, qui est dans King Ring 98. Hey, en plus, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, au travail, on m'a dit Hey, moi, je suis né en 98. Je fais haute tabarouette. Fait que j'ai dit, moi, je finissais le primaire, commençais le secondaire à ce moment-là. Fait que... T'aurais dû demander c'est quoi la numéro 1 en Amérique du Nord en ce temps-là. Il t'aurait peut-être une réponse à la question de celle-là. Ça, c'est au mois de juin 98, hein, c'est ça? Ouais, mais regarde, je t'avertis tout de suite, là. C'est une chanson qui revient souvent, là. Je commence à être dans la dire, là. Pas Marie-Carmen encore, là. Non, elle est en anglais, là, comme toi, là. OK. En Amérique du Nord, au mois de juin, en 1998... Si je l'ai pas, mais que je l'ai dit, tu vas trouver ça fatigant, Esti. C'est une femme, hein, c'est ça? C'est un duo de femmes. Ok, attends, je sais pas, je sais pas si... Je les connais pas, ces styles-là. Ben... On va te dire la même chose que j'ai l'habitude. C'est TLC? Ben non, t'es pas. C'est The Boy Is Mine de Brandy et Monica. Comme à tous les fois qu'on l'a fait en 98, c'est tout le temps ça qu'on lisse. J'étais allé. Il était pas si bonne que ça, ces styles-là, me semble, ouais. Ben, c'était un gros hit. Pendant au moins 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, c'était le Holy shit, j'ai une grosse araignée à côté de moi en ce moment. Qui marche, là. Spider-D? Je sais pas, mais elle est grosse. Puis... Veux-tu qu'on mette le podcast support pendant que tu fais tes exterminations, là? Ou... Non. T'as peu. Tu peux le mettre... Non, on peut continuer. Bon, ben voilà. Ok, d'abord, son numéro 1 au Québec, ça aussi, c'est une affaire qui arrive souvent. C'est un homme. Au Québec, c'est un homme, donc c'est pas Marie-Carmen. C'est déjà une bonne chose. Non, c'est pas Marie-Carmen. En 98, je dirais Kevin Parent avec... non, c'est pas ce grain de mon verre. Attends un peu, c'est quoi la toune? Seigneur. Et non, t'es pas loin, c'est Fréquenter l'oubli. De Kevin Parent? Ben oui, de Kevin Parent. Ça, je dis que t'es pas loin, mais c'est... À moins que tu vas avoir la bonne réponse parce que t'as dit l'artiste, là, même si t'as pas eu la toune, ça me dérange pas. Là. Non, mais pour les forts, tu pourrais me donner un collant de participation, par exemple. Tiens. Ah, Kevin. Yes. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir sur YouTube. Film numéro 1 au box-office ou faites-le pas, c'est pas correct, ça vaut pas la peine. 98, c'est sûrement une comédie. Une comédie familiale, je dirais. 98, comédie. Je regarde du coin de l'œil Sami Zayn qui fait des hits dans la foule avec Ousso et les lunettes. Fait que... Pas d'autre actuel qu'on a dit. Non, je sais. 98, un film familial, je dirais... Ah oui, ok, je pense que je sais. C'est quoi? C'est... Ah merde, c'est quoi le titre? Avec Ben Stiller, là, c'est ça, hein? Je ne sais quoi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. Là. Ah non? Ah non, c'est plus tard, ça, le film avec... Robert De Niro? Ouais, c'est plus tard, ça, hein? On va rencontrer les parents, Meet the Fockers, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça? C'est ça le film, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, okay. non. Un autre indice, l'acteur principal il est noir. Ah, ok, ouais, c'est... Hey, man, pour vrai, faut que j'aille consulter, là. Ça, c'est pas drôle, là. Je l'ai dans la tête, là, il y a un petit point ici, là, en plus, là. C'est le rapper, là. Non? Ben, il a déjà été chanteur, le gars, mais c'est pas un rapper. Ah, ok. Oh. Ah ouais? Ben oui, il a fait des chansons ce gars-là. Ben c'est Will Smith, sûrement? Non, Party All the Time de ce chanteur-là, c'est un acteur aussi. Je sais pas c'est qui le bon. L'acteur, c'est Eddie Murphy. Ah, ouais, c'est vrai. Et le film, c'est Dr. Dolittle. Oh non! Eh ouais, t'aurais pu facilement l'avoir, celle-là. Ça, je m'en souviens, anecdote, je l'avais loué dans le temps que j'écoutais des films avec Mathieu. On louait ça toutes les fins de semaine, des films. Puis on avait loué Dr. Dolittle. Deux gars de primaire qui écoutent Dr. Dolittle dans une chambre, je sais pas pourquoi. Là. Mais puis on reculait tout le temps un moment où la souris elle dansait, je sais pas trop. Fait que on trouvait ça drôle. On voit que. C'est pas dans ce film-là que la souris va dans les pantalons de quelqu'un, puis. Ben, sûrement. Il y a tout le temps une souris dans les pantalons, de toute façon. On va clipper cette bout-là. Okay. Bref, jeu vidéo sorti alentour.
Au Nintendo 64. Ouais, c'est ça, je pensais. 80, 95. Je vais y aller avec Perfect Dark. Ben, c'est pas un mauvais guess, mais c'est pas ça. C'est Banjo-Kazooie. Ah, ben oui, Crash Bandicoot. Non, c'est ça? Ben non, c'est pas la même chose, pas en tout. Ok. Bandicoot, c'est sur PlayStation. Non, il est au 64 aussi, je pense. Non, c'est une mascotte de PlayStation. Hmm. Comme Sonic était au Sega, même chose. Ben, c'est moi pas, là. Pourtant, j'ai Sonic à la Switch. Ouais, à Star, oui, mais dans le temps, c'était pas de même, là. Là, je parle en 98, je parle, là. Je parle beaucoup. Bref, ben là, ça, je te dis. Écoute-moi, c'est tout. Dans le monde du sport, au repêchage de la LNH, qui était repêché au premier rang? T'en souviens-tu? En 98, oh, c'est une méchante bonne question, ça. C'est dans l'Ouest. J'allais le dire, mais j'ai dit, on va le faire. Ah ouais, c'est dans l'Ouest, hein? C'est dans l'Ouest? Non, dans l'Est. Non, dans l'Est, ouais. Dan Heatley. Bon guess, mais c'est pas ça. Non, c'était Vincent Le Cavalier. En 98, le Cavalier, ah ouais? Ouais. Lightning Tampa Bay, évidemment, bien sûr. Sur le WF Magazine du mois de juin 1998, on a nul autre que Stone Cold Steve Austin, Stone Cold Champion, et l'exclusif de WrestleMania 14, pardon, qui était dans ce magazine-là, qui ne doit pas être bien loin à côté de moi. Puis aussi, il y avait un house show alentour de ce show-là par après. En fond, c'est genre, c'est le 2 jours plus tard, je pense. Ouais, c'est le mardi, ça. Ouais, 2 jours plus tard, au Bryce Jordan Center à Penn State. Ça, c'était genre en Pennsylvanie, évidemment. Puis avec son gars Steve Austin qui était là, puis 5 piastres de moins, puis les étudiants. Avoir su. C'est ça. Avoir su, ben oui. Hein? Surtout à Penn State, c'est à côté d'où on habitait dans le temps. Que... C'est vrai, ça. Ouais. C'est conclu dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. C'était plate, en tout cas, ce jeu-là. Eh oui, quand t'as pas de bonne réponse, il est plate. Quand t'en as une, il est bon. Même ça marche avec toi, hein. Ah, puis oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le VHS! Avec la jolie sable dessus. Puis aussi, évidemment, le LNSL. Elle était très importante dans ce show-là. Not. Wow. C'est ce que je te dis. Le King of the Ring 98 est le 6e pay-per-view de ce nom. Puis le 12e tournoi ever du King of the Ring. Le spectacle a eu le 28 juin en direct du Pittsburgh Civic Center, aussi connu sous le nom de l'Igloo, qui est démoli en mars 2012 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. C'est vraiment une cote d'achat de 310 000 foyers qui ont commandé les pay-per-view à la télévision, à la carte, à la maison. Et l'intro du show, la narration de Classy Freddie Blassie, qui met en vedette dans le First Blood match entre Kane et Stone Cold Steve Austin, ou sur le LNSL entre Mankind et l'Undertaker. Puis l'Igloo, là, pour les fans de cinéma, c'est là que ça avait été tourné suspense en prolongation. Ouais. C'était quoi? C'était Pittsburgh-Chicago, je pense, la game dans le film. Ouais. Ça, c'est sûr, je me réécoute ça dans mes vacances. C'est sûr, surtout. Y avait-tu pris des vrais joueurs? Genre, il n'y avait pas Jagger dedans? Ben oui, puis il y avait genre Ken Reggett, je pense, je me trompe pas. Ah, ok, cool. C'est vrai que c'est un bon film, c'est vrai. Ouais, vraiment. Et des pétards sensibles, nos deux commentateurs de la soirée pour ce soir sont Jim Ross et Jerry King Lawler, qui souhaitent la bienvenue au show. Puis à côté d'eux, ils ont des grosses canisses de gasoline. Ils nous rappellent que si Kane ne gagne pas ce soir, il va se mettre en feu lui-même. Juste ça, rien de spécial. Et on entend la musique des Headbangers pour le match numéro 1, qui n'est pas dans les thumbnails, fait que je ne cherchais pas pour rien. Match numéro 1. Taka Michinoku et les Headbangers contre Kai Hentai avec Yamaguchi-san. Et l'arbitre du match était Jack Doan. Il y avait Dick Togo dans ce match-là. Dick Togo, ouais. Les Kai Hentai ont fait leur début le lendemain de WrestleMania, la même année, en attaquant. Ouais. Ah, c'est pas facile à dire. Attaquant. Ouais. Mais Taka, après, c'est pas encore moins évident. Et ils sont en rivalité depuis ce temps-là. Donc, ça fait quand même un petit bout, quand même, de mars à juin. C'est quand même pas pire. C'est le premier de 2 combats bonus ce soir de Jim Ross. Puis Tatanka. C'est Taka porte le chandail des Headbangers. La petite jupette aussi. Et malheureusement, il va l'enlever en son de la cloche. Fait que pas savoir grand-chose.
Men's Theo et Trasher commencent ça. Et Trasher donne à son adversaire un écrasement de trottoir en tourniquet. Et après ça, Theo se baisse une corde à linge, mais se fait prendre avec un power slam pour 2. Tag à moche et saute de la 2 avec un drop kick. Et Theo se rend à Funaki et se fait prendre avec une très bonne bombe en puissance. Taka obtient la tag et il va de quelques coups de chop dans le coin. Et après un saut de chassé de type missile, le troisième câble, Funaki est à l'extérieur et Taka saute de la 3 sur la 3 sans les mains pour faire un dive dessus. De toute beauté. Vraiment un très beau mot de Taka. Belle agilité. Et Togo frappe Taka pour changer l'avantage de bord. Et Togo reçoit un monkey flip, mais il backdrop Michinoku en bas du ring et lui fait un saut de tête quand Taka bloque une glissade de baseball. Un autre très beau spot. Double équipe de Kaientai qui font un bulldog en position de souplex brouette à Taka. Et Togo revient et Taka évite une souplex avec quelques coups de coude, mais Togo saute dans la deuxième corde avec un genre de pirouette en tombant sur la tête. Un peu un genre de Whisper in the Wind, un peu si on veut. Ouais, c'est exactement ça même. Ouais. Et Shofunaki est l'homme légal maintenant, mais il frappe accidentellement Théo, ce qui permet à Taka de faire le hard tag. Tout le monde commence à raffaler tout le monde dans le ring, puis l'arbitre qui perd un peu le contrôle. Funaki manque un elbow du top sur Trasher. Les Headbangers lancent Taka dans les airs, qui tombe en splash sur Funaki. Il signale pour le marteau Michinoku. Et c'est réussi pour le 1, le 2 et le 3. Victoire de Taka et Mosh et Trasher pour commencer le gala de ce soir. Chaque show devrait commencer avec un match de même. Soit un match d'importance, soit un match vraiment haute intensité. On aurait quasiment dit la division Cruiserweight de la WCW dans le temps. Moi, j'ai une question. Taka, si tu déjà battu contre Rey Mysterio Dans sa carrière? Non, hein? Ça aurait pu être bon, ça, comme match. Peut-être au Japon, peut-être. Ouais, ça se peut. Ouais. Faudrait que je check, là, mais ça aurait pu être super intéressant, surtout à cette époque-là, mettons. Hein. Parce que Taka, il y avait sa Michinoku Pro, ça accompagnait à lui. Ouais. Tu sais, quand Ray n'était pas à WWE entre les deux, peut-être qu'il luttait là, je sais pas, mais il faudrait checker. Ouais. Sinon, un opener correct, je trouvais. C'est un très bon opener. Puis moi j'aime beaucoup les Headbangers. Je veux dire, c'est pas. Oui, je sais que c'est pas la meilleure équipe, mais j'aime ce qu'ils représentent. Puis ça, c'est des bonhommes aussi en tant que collectionneur que j'aimerais ça avoir, que j'ai pas. Je sais qu'ils ont sorti un set il y a pas longtemps. Hein, Ouais, les Headbangers, là. Puis pour vrai, ouais. Puis non, moi j'ai beaucoup aimé ce match-là. Kaientai, c'était bon. Il manquait pas d'action. C'était très cool. Ouais. Je donne à ce match-là 2,5 sur 5. J'ai donné 3 et un quart. Ben, Ouais. ça le doit. C'est pas mauvais. J'ai eu du fun. Ah ouais, c'est l'important. Si t'as du fun à regarder la lutte, c'est ça qui est le fun. Voilà. Ah oui, je sais. Eh boy. Taka va mettre face à rivalité avec le groupe japonais quand il va se tourner contre Val Venus et les joindre le 3 août à Raw. Et après ça, les Headbangers vont rester dans la division par équipe pour des gars contre les Québécois et les Oddities, entre autres. Et c'est leur thème qui va jouer après le Hariba pour ceux qui peuvent l'écouter. Everybody comes to the greatest show. Non, la tune des Oddities, c'est pas ça. Je parle de la tune des Headbangers. Ah. Ouais. J'ai jamais la tune des Oddities de Mané, fait que je vais pas la mettre. Je vais pas même la mettre tune 2 fois. À moi, c'est vraiment pas le choix, là, mais. En tout cas. Parlant de musique, on attend celle de Sable. Et dans les storylines, elle avait perdu un. Comment? La tune de J. Elle avait perdu un match contre Marc Mero à Over the Edge le mois d'avant. Puis elle devait quitter le WWF, mais elle était ramenée par M. McMahon. Puis elle porte ce soir un habit One Piece avec un noir, avec un collet zébré. Quelque chose que je ne pourrais pas porter moi-même. Mr. McMahon. Ouais. Parlant de McMahon, elle introduit au ring. Il était avec Pat Patterson et Gerald Briscoe. Puis Vince dit à Sable que c'est correct et qu'elle pouvait partir. Puis Briscoe ouvre les cordes, mais Patterson donne une coupe de tape, c'est faux fun. Ben, il fait un esti de la mort, puis il crisse une crise de shot d'en face. Une crise de hein. Puis là, demande ce qui s'est passé. Puis Jared lui dit qu'il était dans le territoire où il n'était pas habitué. Parce qu'il était gay. Ouais. Patterson, il a l'air de Columbo aussi là-dessus. Ben, non, c'est plus Briscoe que l'air de Columbo, je trouve. Ah, parce qu'il est plus foncé, ouais. Ben ouais, regarde, on dirait quasiment genre il pourrait faire un duo de Colombo, ça c'est sûr. Là. Ils sont malades ces deux-là, même, ça n'a aucun sens. Vraiment un bon flash qu'ils ont eu des mettre avec ouais. Vince. Puis, ouais. Vince en prend la foule, bien que George défende Pittsburgh avec une note qu'il aime la ville.
Et Vince dit en gros que la foule est une grande déception. Pour tous comme ceux qui voulaient voir Austin gagner ce soir. Puis pour eux aussi, ça va être une grande déception. Puis il nous prévient de l'inévitable et qui va être grand, qui va être quand l'annonceur maison va dire mesdames, messieurs, le gagnant du match et nouveau champion de WWF, Kane. Puis après une reprise de la claque de Sable sur Patterson et la vue du tableau du tournoi, que j'ai mis, je pense que j'ai le bracket, je l'ai mis. Et voilà. On y va pour le match. C'était long, le segment avec Vince, puis en live, là, à l'écoute au complet. Là. Ouais. Je trouvais ça vraiment long. C'est quelque chose que qu'on aurait pu mettre dans un Raw, puis ça aurait fait la job. C'était pas nécessaire qu'il vienne sur le ring pour dire ça. Là. Non. Mais en même temps, ça donnait un bon moment de Patterson qui se fait slapper par Sable. Là. Ça, ouais, il aurait pu le faire backstage aussi, là, tant qu'à moi. Et sûr. Qui es-tu de Vince McMahon comme ça? Ben, à Star, je sais plus qui je suis. Je suis tout mélangé. Celui qui nous permet de faire un podcast même aujourd'hui, c'est bien lui. C'est vrai, ça, par exemple. C'est vrai. Match numéro 2. Jeff Jarrett avec Tennessee Lee contre Ken Shamrock dans un combat de demi-finale pour le King of the Ring Tournament. L'arbitre du match, Tim White. Et ça, c'est mon habit. Si un jour je peux avoir un habit que je peux m'acheter dans une bille, c'est ça. C'est exactement ça que je veux. Custom made, ce serait malade. Asti que c'est beau. Ça n'a aucun sens. Puis, tu disais Ken Shamrock s'est battu contre Jeff Jarrett, mais. T'as pas dit comment Jeff Jarrett ça s'est plaît? Parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Là. T'es sûr? Pour vrai? D'après moi, il y a une couple de personnes qui écoutent le podcast qui n'ont jamais entendu ça. Ben, moi, être bon joueur, moi, leur dire encore une fois. Écoutez bien, mesdames, messieurs. On appelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Je veux pas commencer, mais j'ai en train de cramper. Ça devrait pas me faire rire autant, mais je sais pas. Ça me rend heureux. Ouais, je sais. C'est malade. Je devrais prendre ce bout-là puis me le mettre genre dans mon téléphone. Puis à chaque fois que j'ai goût, j'ai de la méchanceté en moi, je mets ça puis ça va se passer tout seul. Mais les comme sonnerie. C'est malade, le téléphone sonne tout le temps. Oh, en texto d'abord? Ouais, c'est pas bien mieux. Quand je te texte d'abord, juste moi, une personne, c'est assez. Ça dépend des jours, là, mais OK. On verra. Bref, parlant de Jeff Jarrett, il a battu Farouk et Mark Merrow, tandis que Shamrock a vaincu Kamal Mustafa et Mark Henry pour avancer en demi-finale du tournoi de ce soir. Donc, un affrontement, le premier et le troisième champion de la TNA. C'est vrai, ça. Marco, qui est entre le 1 et le 2. Entre le 1 et le 3, il y a le 2. C'est qui le deuxième? Celui qui s'est fait releaser il y a pas longtemps, R-Truth. Et voilà, bonne réponse. Ben, releaser. Jusqu'à preuve du contraire. Tu penses qu'il va retourner up dans 3 semaines à Raw, puis hey les gars. Je sais pas, man. Je trouve ça weird. On dirait que je crois pas. Je pense pas que tu pourrais j'aurais mangé de la heat de même, ça serait juste une joke. Là. Ah, vu de même, ouais. Tu sais, il me semble que le monde me chie dans Internet, je dirais, ben, c'est pas vrai, c'est une joke, il va revenir. Là. En tout cas. Bref. J'avais de choses sur Shamrock à la cloche. Et Ken avec un high knee à la Harley Race et des punches dans le coin. Et Shamrock obtient un 2 après une stab souplex. Et Jarrett se pèse sur une corde à linge et frappe l'homme le plus dangereux au monde avec une botte, suivi d'un neckbreaker rotatif. Et un dropkick directement au visage connecte, mais Shamrock revient avec un coup de pied au visage et une line qui envoie Jeff Jarrett par-dessus sur la troisième corde en bas du ring. Il se bat en bas et Shamrock fait reculer Tennessee Lee, mais ça ouvre la porte à Double J qui fait un stun gun à Ken sur la barricade. Et Jarrett est envoyé dans les marches puis retourné dans le ring. Lee attrape la jambe de Shamrock pour fournir une distraction et Jarrett fait un chop block au genou de Shamrock. Et le gérant de Jeff s'attaque à la cheville de Shamrock pendant que l'arbitre est avec Jeff Jarrett. Et Jeff va continuer à travailler là-dessus pendant que Jarrett nous rappelle que c'est la nation qui a blessé la cheville de Shamrock quelques semaines avant à Raw. Éventuellement, Shamrock fait son comeback avec un saut de coude arrière, suivi d'un coup de pied latéral, puis d'un power slam pour 2. Jarrett manque une corde à linge et Shamrock transforme ça en ouragan Rana sur place, suivi d'un ankle lock et Double J abdique presque immédiatement. Et Ken Shamrock a donc son laissé passer pour la grande finale. Hey, tout un Ricky Rana, hein? Il l'a spiké en maudit, par exemple, hein? Ouais, ben, ce que Shamrock, il faisait un beau Ricky Rana, là. La seule affaire que j'ai moins aimé, c'est qu'à un moment donné, il a comme arrêté de vendre la jambe dans son genre deuxième comeback, là. Fait que, mais tu sais. Ils font tout ça.
Ouais, je sais. Mais puis à la fin, ben, quand il est sorti du ring, il l'a comme revendu au complet. Là. Fait que j'ai fait OK. Ouais. Au moins, c'est correct. On va dire que sur l'adrénaline, ça s'est fait. Là. Fait que... Ouais. Ah, puis j'ai juste parenthèse, je vais revenir sur ma note du premier match, je me m'avais trompé parce que j'ai une petite note à côté ici. Là. C'était 2 et 3 quarts que j'ai donné au premier match, finalement. Bon, OK. Ben. Ouais, c'est ça. C'est pas grand-chose de plus, mais c'est juste parce que pour que ça fit avec les autres matchs que j'ai donnés, c'est ça. OK. Ouais. Fait Parfait. que, non, un bon match. Ouais. Puis après la décision, ben, Michael Cole il intercepte Ken. Et Shamrock lui dit qu'il n'est pas venu ici pour faire le meilleur deuxième. Et c'est pour ça que c'est ça qui va arriver ce soir, mais quand le Thing in the Ring à la fin de la soirée. Un bon petit match court, mais rien d'extra, vu qu'évidemment, Shamrock, il faut qu'il relutte tantôt. Là. Fait que je vais donner à ce match-là 2,25 sur 5. Ah, ouais. T'as donné moins que Kayentai? Ouais. Ben, un quart d'étoile de moins. Là. OK, moi j'ai donné 3. Un quart d'écart de plus. Bon. Ouais. Ce ne sera pas pour des quarts de cuisse. Là. Non, c'est vrai ça. Et Jared va avoir du renfort dans les prochaines semaines avec l'ajout de Southern Justice, qui sont les Godwins. Puis en fait, ils sont avec Jared depuis juste un petit peu avant le show, là, puis de ce soir. Et Tennessee va se faire renvoyer par Jarrett pas longtemps après ça, avec l'aide de Southern Justice, évidemment. Match numéro 3. The Rock contre Dan the Beast Severn. Dans un combat de demi-finale pour le King of the Ring Tournament avec l'arbitre du match, ton préféré, Mike Kikiyoda. Ouais. Et si vous avez une place pour aller pisser dans le show, je vous le conseille. On va en parler dans pas long. The Rock a eu sa place ce soir en battant Vader et Triple H dans les combats de ronde d'avant. Quand même pas pire. Vader et Triple H. Ça se prend bien. C'est pas des petits opposants, mettons. Tandis que Severn a eu des victoires contre D'Lo Brown et Owen Hart. Puis parlant de D'Lo Brown, on voit que Severn l'a battu en faisant abandonner avec une blessure aux pectoraux, avec une soumission genre bow and arrow. Puis bref, D'Lo Brown ne sera pas là ce soir à cause de tout ça. Le Godfather et Mark Henry accompagnent le Rock, mais des officiels viennent les enlever du chemin. Puis ils disent les envoient au vestiaire les deux. Donc, c'est un match à la loyale 1 contre 1. Pas d'interférence côté de Rocky Maivia. Severn, il va de plusieurs takedowns étant dialogue avec une barre de genoux, mais Rock arrive à la corde du bas pour le prix. Et Rock donne un coup de courte d'arrière et envoie Severn dans le coin. Il rate une charge dans le coin et Severn obtient un portage de pompier dans un armbar. Puis il fait un Dragon Sleeper modifié, mais The Rock va aux cordes. Il line de The Rock et il se moque de Severn avant de lui faire une souplex pour 2. Puis tu vois là, tout le long du match là, que Rock n'est pas content vraiment d'aller dans le ring contre lui. Là. Il fait qu'est-ce que je fais, Callis? Il est poche. Ouais. Il n'avait pas l'air de savoir ce qu'il faisait, mais pour vrai, c'était awkward et c'était dégueulasse. Son langage corporel en disait beaucoup à The Rock. Là. Des fois, quand il faisait le bruit, puis l'autre, il était dessus de là. Lâche-moi, Callis, fatiguant. Ouais, et puis il était pas très pro non plus à ce moment-là. Il était un peu tête enflée, quoique ça va. Ouais. Il a toujours un peu été, mais là, on dirait qu'il était. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est manger de marde de Cardis. Hey! Jerry mentionne que les gens espèrent une finale entre Shamrock et Severn pour jouer sur le histoire de la UFC. Puis tu pensais que c'est ça la direction qu'ils prendraient pour faire la finale du tournoi, mais c'est pas ça. Puis j'en parlais pourquoi c'est pas. Tant mieux. Ouais. Henry et le parrain sont de retour pour distraire l'arbitre et ça permet à D'Lo Brown qui est là tout d'un coup. Tout de suite, la troisième corde avec un frog splash en portant son nouveau protecteur de poitrine. Yes. Rock, yes sir. Rock couvre Severn et c'est fini. The Rock passe en finale contre Ken Shamrock plus tard ce soir. Est-ce que c'était la première fois qu'il portait son armure? Ouais. Ouais, c'est son début de protecteur maladie facial, mais c'est pas facial, c'est. C'est fou parce que ce protecteur-là va comme donner comme une deuxième vie un peu à sa carrière parce que tu sais, D'Lo a toujours été bon puis charismatique, mais ça va devenir quelque chose d'important dans sa run aussi pour la European puis ses gros matchs. Fait que non, c'était vraiment cool. Puis à part que le match était poche que le Chris, puis comme tu as dit, il n'y avait aucune cohésion dans le ring. Rock Shamrock en finale, c'est bon parce que, évidemment, quand on sait après ça l'historique que ces deux-là ont eu, ils ont eu une très bonne chimie ensemble dans le ring. Puis tant mieux pour ça. Ouais. Puis comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, Benjamin Coco est encore là pour interviewer le gagnant du match. Puis Rocky dit que Cole, à cause de connaître son rôle de se fermer la gueule, il dit que Shamrock a dit qu'il irait au top de la montagne, mais qu'avant qu'il soit rendu là,
Le Rock va s'assurer qu'il touche le fond, le Rock Bottom. Puis il fait son sourcil du peuple et il part. Puis avec 4 minutes de match seulement, puis pas une bonne chimie entre les deux, ben, tu peux pas vraiment donner une bonne note à ce match-là, malheureusement. Fait que je vais donner à ce match-là 1,5 sur 5. OK. Je vais donner 1 et 3 quarts. OK. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse là-dessus. Fait que, voilà. Ouais. Tant que c'est en bas de 2, c'est correct. Ouais. Comme j'ai parlé tantôt, j'étais pour dire pourquoi il n'y a pas eu la raison, pourquoi il n'y a pas eu le match entre les deux, tant entendu. Là. Ben, c'est qu'aucun des deux voulait perdre un contre l'autre pour tenir leur réputation dans l'UFC s'ils retournaient un jour, mettons. Puis c'est pas mal ça. Là. Genre, je veux pas perdre contre lui, puis je veux pas perdre contre lui, puis ils bottent dans leur coin. Bon, puis après le match de ce soir. Dan Severn, pour vrai, il aurait pu perdre contre n'importe qui, puis tout le monde s'en crissait. Là. Comparé à Shamrock, c'était vraiment un jobber à WWE. Là. Ouais. Puis après le match de ce soir, il va continuer à Dan Severn, il va continuer à feuder avec D'Lo Brown, après ça suit Owen Hart. Puis il y avait de quoi là, avant qu'il parte Dan Severn. Je ne sais pas si c'est Vince Russo ou Vince McMahon, mais il voulait faire un angle avec lui, parce qu'il y avait la Ministry of Darkness qui commençait dans ce temps-là à peu près. Là. Ben, il voulait qu'il soit dans Ministry of Darkness, Dan Severn, puis il voulait qu'il y ait genre 666 sur le front, qu'il soit genre possédé, genre, mettons, là. Quand même pareil comme le monde dans, genre, comme Viscera, mettons, là. Ça aurait été drôle. Ben, pour vrai, ça aurait fité en cri, je pense. Parce qu'il n'y a pas d'expression d'en face déjà. Il fait qu'il soit genre. Au pire, il fait des gros yeux, puis il capote, puis ça aurait été malade. J'aurais aimé ça. Soit ça ou qu'il aurait été un running gag de lui-même. Ça aurait été genre quoi que dans ce temps-là. Dans ce temps-là, je pense que ça aurait bien passé. C'est sûr que tu mets ça aujourd'hui. Hein? Dans ce temps-là, je pense que ça pouvait passer avec les personnages qu'il y avait aussi. Là. Je pense que ça aurait été bon. Ouais. En tout cas, relatif, là, bon, là, ça aurait été intéressant, mais peut-être pas. Il n'aurait pas été WWF Champion, mettons, après ça. C'est sûr. Après ça, on a le paquet vidéo qui récapitule l'histoire entre Snow et Jerry the King Lawler. Puis en gros, ben, c'est Snow qui veut un meeting avec Vince McMahon, mais Lawler le niaise là-dessus. Puis le défi était lancé que si Al gagne le prochain match, il aura sa rencontre avec Vince, sinon il devrait quitter la WWF pour toujours. Donc, match numéro 4, Al Snow et Ed contre Too Much. Puis évidemment, Too Much qui est Brian Christopher et Scott Taylor avant de devenir trop cool. Il était Too Much. J'aimais ça parce que j'ai écouté le pay-per-view avec Raymond Pigeon après. Là. Puis il disait beaucoup trop. C'est ça dans l'équipe. C'est malade. Ils sont arrogants, les gars de beaucoup trop, là, Raymond. C'était malade. Merci David Jouan en passant. C'est rendu ton. Il travaille-tu pour toi aussi? Ben non, il ne travaille pas pour moi. C'est parce que j'avais dit que on se parlait un année, puis j'avais dit que je l'écoutais. Puis il dit, tu l'écoutes en français? Puis je dis, pourquoi pas? Il me l'a prêté. Il est fin. Il est fin, David. Il est fin, David. Hein? Ouais. Avec un nom comme David, ils sont tous fins, les David. Pas vrai, ça. Pour moi qui le dis. Ça annonçait que l'arbitre du match serait Jerry King Lawler. Puis sinon, on ne revient pas, puis il blâme Ed. Là. Puis ce qui est drôle, c'est qu'avant que, genre, qu'il annonce que c'est Lawler qui est l'arbitre, ben, il y a un bout de genre où Astor il est sur le parterre, genre. Puis il y a un gars qui donne une tête de mannequin, puis genre, il regarde les deux têtes de mannequin et ça. C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas, je ferais ça drôle. Ouais. Ben, c'est pas ça, là, mais c'est dans ce là mais avec deux têtes de mannequin au lieu d'une. Deux têtes valent mieux qu'une, là. Et voilà. Taylor commence avec Snow. Et Snow, il va d'une goutte atomique, suivi de ça, avec une courbe de corde à linge. Christopher obtient la tag, puis JR évoque immédiatement que la ressemblance familiale entre Lawler et Brian Christopher, évidemment. Wink wink, comme genre père et fils. Et plus que Christopher se plaint que Al lui tire les cheveux, et là, évidemment, il va le croire. Puis le roi empêche Snow de puncher Christopher, de puncher Christopher, puis il en profite Brian avec ça. Et Al Snow fait un sunset flip avec un powerbomb du coin, mais Lawler contre lentement, c'est seulement un compte de 2. Le classique du ref heel qui compte très, très tranquillement. Une corde à linge envoie Brian par-dessus à 3 et Taylor se fait également jeter en bas. Soit se dirige vers la rampe et presque rendu au bout. Il court tout le long pour revenir avec une line. C'était malade parce que genre, il va dans l'entrée pour faire sa corde à linge puis il se donne un élan. Puis tout ce que l'autre épée trouve à faire, c'est qu'il est comme ça, genre non! Il s'est tassé comme un épée. Tu sais, comme dans Steve Powers. Ah ouais. C'est malade.
Pour vrai, man, il y a des matchs qui mettaient en pay-per-view dans le temps. Là, je suis comme, tabarnak, pourquoi ils mettent ça là, man? Pour vrai, c'est. Je sais pas. Je comprends pas. OK. Je sais pas. Taylor fait un gros dive sur Snow tout de suite après ça, qui est passé proche d'être catastrophique parce qu'Arthur était quasiment pas arrêté, quasiment pas retourné de balle. Fait que, il a failli spiker sur le coup en esti. Mais il était correct. De retour dans le ring, double atomic drop, puis un dropkick de sous-sol de too much ou beaucoup trop. Suivi d'un petit peu de danse. Après une souplex, Snow va faire le relais à Ed, mais c'est coupé avec un bulldog de Brian. Un double backdrop est contrecarré par Snow qui obtient un double DDT. Puis la foule pop pour le relais fait à la tête de mannequin. Pardon. Et Snow l'utilise pour frapper les membres de l'équipe de beaucoup trop avec. Sauf à sa prise de finition, le chasse-neige, qui est genre un Emerald Fusion ou un genre de Michoku Driver, mais de côté. Puis Snow couvre Taylor, mais pendant ce temps-là, Lawler donne à Christopher une bouteille blanche et la met sur la tête de mannequin. 1, 2 et 3. Snow pense que c'est pour lui et qu'il a gagné son pari, mais le King, tout content, lui dit que non et qu'il a perdu. Et on n'aura jamais son tête à tête avec M. McMahon. Pendant que Too Much s'en va, Christopher montre à la caméra que c'était une bouteille de shampoing Head and Shoulders, tête et épaules. Les épaules de Ed étaient au tapis pour le compte de 3. Puis je sais que c'est pas grave. Je vais le dire. Là. Moi, j'ai trouvé ça écœurant. Ah, c'est clair que tu as trouvé ça drôle. C'est Tabarnak. malade. Hey, ça devait être beau en esti dans le creative room, hein. Hey, c'est le même qu'on va finir le match. Ah, man. Hey, arrête, c'est intelligent quand même. Là, pour un heel, Ah il oui, fait de faire. mais. C'est malade. Head shoulders. Je sais, mais c'est pipi caca en esti comme joke, là, pour vrai. Là. Ben, c'est un peu plus, un niveau un peu plus haut que pipi caca quand même. Là. C'est niaiseux, mais pipi caca, là, va pas revirer fou non plus. Là. C'est de la lutte, sacre. Mais c'est pas une émission pour enfants, hein, quoique. Des fois, je me demande. Hein. C'est juste de la lutte, ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, man, pour vrai, aucun intérêt à ce combat-là. Moi, 0 puis une barre. Toi, t'as trouvé ça drôle, là, mais pas moi. Ben, l'action était bonne dans le match. Le match, c'était pas mauvais. Là. Non, le match était correct, mais le match était bon, puis j'ai aimé le finish, fait que j'ai pas été si bé que ça. Mais je dis ça, mais j'ai pas donné une trop grosse note non plus. Là. Mais non, Chris peut pas donner une grosse note avec un match qui finit avec une bouteille d'Head and Shoulder, là, Chris, à un moment donné. Ben, pour le fait, j'aurais pu mettre 5 stars, mais je l'ai pas fait. Dis-donc, t'as noté à ce match-là pour le fun avant moi, pour le fun. 2,5. Bah, tu vois, j'ai donné moins que toi. Oh boy. 2,25 j'ai donné. On s'estime, puis c'est toi qui as la meilleure note que moi. Tout le temps, ça, là. Ça va finir par avoir une job pas longtemps après ça. Bien sûr, il va continuer son vivre avec Lawler. Et tout le monde, je vais rester avec ce nom-là jusqu'à la fin de l'année suivante, presque jour pour jour. On va déjeuner tout court. Match numéro 5. Owen Hart contre X-Pac en compagnie de Chyna avec l'arbitre du match, Jack Doan. Oh yes. Oh oui, bébé. Et les deux sont coûtés la victoire dans le tournoi de King of the Ring. Et c'est deux, dans le fond, la guerre de DX contre la nation aussi. Hart avait droppé X-Pac, paquet premier sur la barricade. Puis X-Pac avait rendu l'appareil avec Owen Hart avec un coup de chaise du dans l'arrière de la tête, genre haut du dos, dans l'arrière de la tête, qui avait fendu Owen Hart en arrière. Puis il avait besoin de 7 agrafes, comme il l'appelait. C'est quand même pas pire. Puis la vidéo d'entrée de X-Pac a joué un bon 20-25 secondes avant que X-Pac sorte avec Chyna. Je sais pas s'ils se pratiquaient pour faire leur film d'avance ou. Oh, franchement, ça c'est déplacé comme commentaire. Phew! 4 ans plus tôt, au même pay-per-view, en 94, ils étaient affrontés un contre l'autre. Puis ce soir-là, en 94, on avait commencé ça avec une glissade de baseball pendant l'entrée d'X-Pac, qui était le One to Trick à l'époque. Puis ce soir, c'est le contraire. Ils font le même spot, mais c'est X-Pac qui le fait au winner. Fait que c'est un crise de beau callback que j'ai beaucoup apprécié. Bravo. Ouais, bien pensé. Il fait ses coupés dans le coin, mais rate un Bronco Buster dans l'autre. Et Owen projette fort X-Pac dans l'autre coin. Et X-Pac avec Owen avec un briseur de dos suivi d'un coup de pied rouet pour 2. Owen est envoyé dans le coin et prend le bum comme son grand frère Brett. Et après un uppercut européen sur X-Pac, Hart lui fait une suplex du pêcheur pour un autre compte de 2. Et bon temps après ça, X-Pac envoie Owen en bas avec une line. Parlant de line, quand le cœur noir est à l'extérieur, et X-Pac qui va d'une corde à linge en sautant du coin jusqu'en bas, genre en springboard, c'était bien fait. Ouais. Et le membre de DX va le lancer dans le membre de la nation sur la barricade, mais X-Pac renverse, se fait renverser, pardon, et revole sur la table des commentateurs, cul par-dessus tête.
Et Owen Hart continue ça avec une front suplex sur la table des annonceurs espagnols. De retour sur le ring, X-Pac se bat pour sortir de prise de sommeil et obtient son propre sleeper, mais Owen Hart le repousse. Hart essaie un surpassement, mais X-Pac le plante face première. Et là, c'est le mot qui va s'appeler le X-Factor plus tard. Il y a un coup de pied, mais Hart dans le coin et son fameux Bronco Buster. Après ça, s'ensuit. X-Pac monte sur la 3, mais le rencontre se fait rencontrer par Owen et le fait tomber en bas. Et Mark Henry a slashé X-Pac et Chyna vient faire face à Henry. Les deux se parlent dans le creux des yeux. Quand Vader arrive out of nowhere pour attaquer Mark Henry, puis sur l'impact, il tombe sur le cul. Ouais, c'est assez solide, là. Ben ouais, il arrive en courant full pin de Ben oui. la barricade, puis il rentre dans Mark Henry. Il y a des chances qu'il tombe sur le cul. C'est ça. Et pendant que les officiels sont occupés d'eux, Owen X-Pac dans le sharpshooter, mais Chyna rentre et fait un DDT au Rocket. Et X-Pac met un bras sur Owen pour le 1, le 2 et le 3. Et grâce à Chyna, il remporte le match. Ouais. Classic DX win. Ouais. Puis un très bon match. Puis à date, c'est le meilleur match de la soirée. Là. Facile. Là. Ouais, là. C'était sûr. Puis c'était un bon match. Mais si vous voulez vraiment un bon match contre les deux, je l'ai parlé un peu tantôt dans le callback qu'ils ont fait au début du match. Mais Killering 94, là, c'est même pas 5 minutes. Puis c'est genre un 4-star match. Là. Fait que, allez voir ça. Non, pour vrai, c'est deux walkers du ring. C'est Owen, vous le savez. Puis X-Pac, je pense que tout le monde le sait. Je n'irais pas à dire qu'il est sous-estimé, mais des fois, je pense qu'il n'y a pas les lettres de noblesse qu'il devrait avoir parce qu'à cause de ses conneries, puis de tous ces débauches en dehors du ring aussi. Mais non, pour vrai, c'était intéressant. Mais oui, celui de 94 est de loin supérieur. Mais je pense que Owen Hart, dans ce temps-là, moi, c'était pas le Owen Hart dans le temps non plus. La gimmick, pas qu'il était moins bon, là, c'est juste que j'aimais mieux le Owen Hart du temps, puis 1, 2, 3 Kid, ben, c'est 1, 2, 3 Kid, là, c'est différent. Mais j'ai donné 3,5 sur 5 à ce match-là. OK. J'ai été avec 3,15 sur 5. OK. Pas bien loin les deux. Paul Bearer fait son arrivée dans le ring pour nous parler. Et Taker a battu Bearer 2 fois, dont la semaine passée à Raw, quand Taker avait été chez Paul Bearer lui-même pour l'attaquer. Mais Paul Bearer est là ce soir. Puis Russ se demande pourquoi Bearer n'a pas porté plainte, parce que c'est ça la lutte. Hein? Peu importe ce qui t'arrive, tu n'appelles pas la police. Ouais, exact. Ben, c'est vrai, pareil. Ben, à part Vince et Austin, c'est pas mal les seuls qui appelaient la police. Là. Ouais, Stéphanie s'est fait arrêter. Ça dépend. Là, il y a tout le temps quelque chose. 3/4 du temps. Il y a des crucifixions, puis des kidnappings. Puis, c'est vrai, hein? Ouais. Bearer dit que les fans ne pensaient pas qu'il serait là. Puis il dit qu'il ne manquerait pas ça pour rien au monde. Puis après 2 des pires coups de tous les temps, Paul a maudit The Undertaker. Puis il dit qu'il se souvient encore de l'enfance de Kane, que Kane ne peut pas aller au soleil avec d'autres enfants. Il est resté à l'intérieur à regarder son frère à la télévision. Puis Taker était l'idole de Kane. Et Kane a dit à Paul qu'il voulait être pareil comme son frère. Puis il demande Bearer comment on pense qu'il se sentait quand Kane il disait ça. Puis ce soir, Bearer va se sentir bien encore une fois. Il devrait être le manager et le père du champion de la WWF. Alors, rien du gros bonhomme comme vous voulez. Le gros bonhomme, ça va rire jusqu'à la banque. Bearer, il faisait des bonnes promos, pareil. Il était très bon dans les promos. C'est juste que son ton, des fois... Ouais, la voix, là, des fois. Ouais, des fois, c'était cool de l'entendre parce qu'il était unique et faisait ses affaires tout seul, mais à un moment donné, quand tu l'entendais trop, ou maintenant tu le voyais 3 fois dans un show, ça pouvait devenir un peu comme Vicky Guerrero. Là. Ouais. Dans le même style. Match numéro 6, les New Age Outlaws avec Chyna, il n'est pas là. Ben, il y a ça, si tu veux, mais il n'est pas là. Les New Age Outlaws avec Chyna contre les New Midnight Express avec Jim Cornette, la super équipe de la WWF. Et l'arbitre du match, notre ami Jimmy Corderas, friend of the show. Oui, exactement. Puis allez voir sa biographie. Allez voir cette entrevue qu'on a faite avec lui. Donnez un peu d'amour à ce podcast-là. Ah oui, ouais, pour vrai. Tellement d'anecdotes en plus qu'il nous raconte, là, pour vrai. Là. Fait que, allez voir ça. Après celle-là. Les nouveaux Express de minuit sont Bob Holly et Bart Gunn, avec un changement de gimmick, aussi connu sous les noms de Bombastic Bob et Bodacious Bart. C'est malade. Wow. Doug et Bob, on dirait un nom de duo comique. Doug et Bob. Échangent des prises de tête, des sauts de grenouilles et des hip toss et des frappes. Et ensuite, Billy et Bart se font taguer par le partenaire et les smoking guns explosent.
Billy fait comme s'il ne voulait pas affronter son frère, mais c'est une ruse et il kick Bart dans le ventre. Il tente un hip toss, mais Bart tombe sur ses pieds et Bart fait tomber Billy avec une line. Après quelques tentatives de pin échangées, Billy fait son famous qui est encore sa prise de finition. Ça lui vaut un compte de 2. Il veut faire la toupie à Bart avec une corde à linge. Il dit suck it à son frère. Ils sont bien proches en famille. Mais oui, hein. Après ça, les Outlaws utilisent un combo croc en jambe et descendent du genou. Et les Midnights arrêtent le momentum des Outlaws avec un cheap shot depuis le tablier du ring. L'Express font des relais fréquents pour contrer l'action. Je dirais même qu'ils coupent le ring en 2. Le audacieux Bart fait un press slam à son partenaire, le Bombastic Bob, qui est directement sur le chien de route. Et Bob, il va de son propre socket, mais Billy fait un bulldog pour ce plagiat. Et ensuite, Bob saute la troisième corde dans la botte du Road Dogg et le Road Dogg tag Billy Gunn pour la tag chaude. Il nettoie la maison à grands coups de poing et pousse Bart dans le coin. Et lorsque Billy tente un marteau pilon, Jim Cornette la frappe avec la ceinture NWA 1, 2, et non, Billy Gunn dégage. Et ça cause une bataille générale. Et Doug et Bart se battent à l'extérieur du ring pendant que Jim entre dans le ring. Puis il veut refrapper Billy avec la ceinture, mais Gunn l'a vu venir et Cornette est figé. Il y en a qui doit frapper Jim Cornette en bas du ring, en bas de la ceinture, pardon. Manque son cue. Fait que le gérant de l'Express attend, puis attend super longtemps avant qu'il arrive faire son low blow. Puis tu le vois là, qui est genre, hey, où est-ce Puis il l'a déjà dit dans un podcast, et je pense que ça se trouve facilement sur Internet. Là, il avait parlé de ce spot-là, puis il en a dit, avant qu'elle son cue, Carlis, épaisse. Ouais. Après ça, évidemment, elle finit par se rendre là, puis il fait son low blow. Puis après, on a du nouvel âge. J'ai fini Bombastic Bob avec un gros stun gun contre les cordes pour conserver les ceintures par équipe de la WWF. Ouais. Moi, on dit que les New Age Outlaws ils étaient cool. Ça n'a aucun sens comment ces deux gars-là, en single, Billy Gunn est vraiment bon. Moi, je trouve qu'il est bon en single, là, mais bon, on dirait qu'il n'y a pas de charisme en single. Là, mais pour vrai, man, quelle équipe. Je comprends pourquoi je tripais autant sur eux autres. C'est cool quand même qu'ils fassent un genre de mélange avec la NWA. Puis on dirait quasiment un peu la lutte d'aujourd'hui avec des échanges de territoire. Là, mais bref. TNA et NXT, ouais, mettons. Là. C'est pas mal ça. Là, fait que non, très cool comme. Ouais, très cool comme match quand même. Ouais. Puis il y a la match, il y a 4 bons lutteurs. Là. Road Dogg, il m'excite pas de poil des jambes comme lutteur, mais il est bon quand même, il est correct. Moi, c'est Bart Gunn que j'aime pas. Moi, je l'aime, Bart Gunn, je trouve qu'il est bon. Ah, que j'aime moins. Pas que j'aime. Ouais, je trouve qu'il est underrated. Je trouve que quand il pouvait faire des matchs, des bons matchs, il était capable. C'est juste qu'on se rappelle de lui juste pour une affaire. Là. Ouais. C'est pas vrai, hein? Smoking Guns, il faisait de la bonne job en équipe. C'est juste que Smoking Guns, c'était une équipe. Fait que, quand il était en équipe, on remarquait pas nécessairement le gars tout seul. Un combat par équipe typique avec de la bonne action. Puis j'ai bien aimé, peut-être même plus que ce que la qualité du combat méritait, mais quand même, j'ai pas eu ça. Fait que j'ai donné 2 et 3 quarts sur 5. Hey, j'ai donné la même maudite note, 2 et 3 quarts sur 5. Et là. Voilà. Les Outlaws vont perdre des belts au mois de juillet contre Kane et Mankind pour les récupérer à SummerSlam. Le nouveau Midnight Express, eux, vont se dissoudre pour longtemps après ça, après que Bart et Bob sont affrontés dans le tournoi Brawl for All le mois suivant. On est prêt pour la finale du King of the Ring avec Triple H et Chyna qui vont faire leur entrée pour commenter le match avec gros commentateurs avec Jim Ross et Jerry Lawler pour Triple H. Puis Chyna va aller avec Carlos et Hugo en tant que des commentateurs espagnols. Ah ouais, elle ne dira pas un mot, fait que. On sait pas, nous autres. Ça va là, ils ont une raison. Match numéro 7. The Rock contre Ken Shamrock pour la finale sur le King of the Ring avec l'arbitre du match, Mike Kiyoda. Shamrock manque un coup de poing et une corde à linge et rate et finit par faire un coup de pied à la poitrine qui envoie Rocky s'écraser au sol. Pendant que Chyna parle aux commentateurs espagnols, JR demande à Triple H s'il est bilingue. Et Hunter répond qu'il est mis dans beaucoup de choses, mais langue n'est pas là-dedans. Après ça, il fallait que je dise ça. Il est drôle, Triple H. Babyface Triple H 98-99, DX, là, c'est mon soft spot. Le reste peut manger de la merde, mais ça, c'est correct.
J'avoue qu'en DX, il me dérange moins. Là. En DX Babyface, il me dérange moins. OK. Mais le reste de la carrière peut manger un char de marde. Bref, The Rock continue de s'arrêter. Et il se dirige vers Triple H, qu'il appelle Fuzzy Top. Triple H crache de l'eau d'en face de Rocky. Et Rock le repousse en retour. Et Ken attaque. Et Rock fait un coup bas. Et renvoie Shamrock dans le ring. Et de retour dans ce D-ring, Shamrock obtient un 2 après une float-over suplex. Shamrock se fait renverser avec une projection et tombe à l'extérieur du ring. Rock est arrivé dans la barricade, mais rebondit avec une corde à linge à nouveau Hemsley. Et en revenant dans l'arène, The Rock fait un brise-coup pivotant pour 2. Bref, retour de Shamrock, mais Rock fait un DDT flottant pour 2. Et la foule se met à crier Rocky sucks. Fait que Maivia arrive avec un chinlock de la mort. Attention, Dwayne, il y a une famille, Ken. Attention avec ton Ouais, hein? Le coup du peuple a une forte réaction. Mais c'est pas encore son finish, un peu comme j'ai dit tantôt avec Billy Gunn. Fait que c'est pas un compte de 3, malheureusement. Un autre tour de Shamrock est interrompu par un DDT pour 2. Shamrock avec une belly-to-belly suplex qui a ces deux hommes au tapis pour un double down. Quand il se relève, Shamrock obtient un compte de 2 très serré avec un power slam. Il commence à déployer son attaque, y compris un autre power slam pour 2 après. Et suplex avec un pont pour encore un autre 2. Un troisième DDT est contré par un Northern Light suplex 1, 2, kick-out du Rock. Et la fin du match arrive quand Rocky renverse une tentative d'Huracan Rana avec un stun gun sur la 3. Et quand ça donne un compte de 2, il chiale au ref, ça permet de Ken de prendre Maivia dans l'ankle lock et c'est fini. Ken Shamrock remporte la couronne et le roi du ring pour l'année 98. Qui est quand même surprenant dans un sens parce qu'on aurait pu penser que The Rock, vu qu'il était champion intercontinental, que c'était le futur de la business, mais en même temps, ça protège Shamrock de, comme tu disais tantôt, un peu de la UFC, puis du fait qu'il est imbattable. Mais est-ce que The Rock avait vraiment besoin de gagner King of the Ring? Non, est-ce que Shamrock en avait besoin? Pas tant que ça non plus. Peut-être un petit peu plus, je pense. Là. Ouais, mais Shamrock, est-ce que tu pensais vraiment le garder pour longtemps? Je pense pas. Moi, je pense pas que c'était d'un plan. Anyway, ça aurait dû être Jeff Jarrett, on le sait tout. Là. Mais tu sais, je veux dire, sachant ce que les deux gars peuvent faire ensemble, la magie qu'ils ont faite, je pense que c'est cool. Tu sais, comme The Rock a une belle carrière après, quand Shamrock, c'est comme un. Mais c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, je pense que, je veux dire, mettons, dans l'ère un petit peu plus moderne, je pense pas que Shamrock aurait battu The Rock. Là. Non, je pense pas. Des fois, les tough guys ont des pushs, des fois. Fait qu'on sait jamais, là. Mais... Ouais, ça pourrait. Là. Mais tu sais, lui, c'était un tough guy, mais c'était pas un big guy. Là. Tu sais, il était pas grand, non, là, non. Shamrock. Là. Non, mais faites casser la gueule comme qu'il voulait. Fait que... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est intéressant de voir genre un Ken Shamrock de ce temps-là contre genre Bronson Reed, une affaire de même. Ça aurait pas été bon. Contre Brock, ça aurait été pas pire aussi. Ouais. Mais le hier a été facile aussi. Là. Ouais. Tabarnak, ça aurait été stiff en esti. Ouais, c'est sûr. Un autre bon combat avec les deux dans leur rivalité qui est depuis un petit bout rendu là. Fait au moins genre 3-4 pay-per-views qui s'affrontaient minimum. Là. Ouais. Il y a tant de bonne chimie ensemble, puis à soir, c'était pas différent. Là. Même si je trouvais que c'est un de leurs matchs les plus faibles qu'ils ont eu ensemble, mais encore là, c'est un très bon match. Fait que, dans ce match-là, 3,5 sur 5. Oh, parfait. J'ai donné 3 et 1 quart. Fantastique. Shamrock va la rivalité. Fantastique. C'est fantastique. Le rong along fong and the fong ling long. Shamrock va la rivalité avec Owen Hart pendant que The Rock il va être Ah, non, j'ai mal lu mon texte. Je pensais qu'on t'avait perdu d'un ACB il n'y a pas longtemps, mais. Non. Mais c'est pas, on va pas là-dessus. Okay. Mais The Rock va être le commentateur de la soirée de ce match-là. Triple H. Et JR et King parlent de la structure satanique qui fait tranquillement sa descente autour du ring. Et ça indique qu'on est prêt pour le match numéro 8. Mankind contre Undertaker dans le combat. L'enfer dans une cellule. C'est le deuxième LNSL. Oui. Et l'arbitre du match, Tim White. Et Mankind lance une... Ouais, vraiment, là. Mankind lance une chaise sur le toit de la cellule et décide de grimper. Pardon. Taker fait son arrivée comme seul lui pouvait le faire. Et Taker voit Mankind en haut. Il va le rejoindre après. À l'époque, Taker avait le talon cassé. Fait que pour qu'il monte au top de la selle avec de même, ça va pas du tout évident pour lui. Là.
Ah ouais, pendant le match? Non, avant que le commence, il était blessé, il avait le talon cassé. OK, il Dans les était semaines déjà avant, blessé là. avant que le match commence. Là. Oh, ouais, il, Ouais, ben, c'est ça. il était blessé, là, comme Ouais. les joueurs de hockey ils jouent blessés. Ouais, après ça, Mankind a quelques droites sur Taker pour ralentir la montée du Deadman, mais Taker se rend au sommet et est accueilli avec une chaise dans le dos. Et les deux marchent et il y a un panneau qui commence à se plier. Ça aurait dû être un red flag en partant, là, quand ils ont vu ça. Et Taker revient avec des coups de poing. Et dans un des moments les plus iconiques de l'histoire, Undertaker prend Mankind et le garoche en bas. Et Mankind monte de plein fouet sur la table des commentateurs espagnols. Puis ça, pour vrai, là, ça n'a aucun crise de bon sens. Puis même si je l'ai vu au minimum 50 fois, j'ai la chair de poule à tous les callus de fois. Hey, pour vrai, puis ça se fait vite, là. C'est Ouais. pas comme genre, hey, on va préparer le spot, il pogne, puis il calisse en bas, puis là, Ouais. il n'y a même pas 5 minutes de fête dans le match, là. Ouais, mais c'est comme c'est pas un vrai fight, c'est exagéré parce qu'il n'y a pas ça dans un vrai fight vraiment, mais c'est comme genre vraiment une vraie bataille, là. Tu sais, genre, il me fait Ouais. chier, fait que je te garoche en bas, d'arrêt de m'écœurer. Ouais, c'est ça, tu sais, des fois, à la lutte, tu le vois venir, parce que, évidemment, il faut qu'ils se protègent, puis Ouais. ils font attention, Il a là, dans fait. les gros spots, là. Ouh, ouh. Mais c'est vrai, puis tu sais, ce qui est le fun, puis ce qui est pas le fun aussi, c'est qu'il remonte la reprise à plusieurs fois avec l'impact, là, de différents Ouais. angles, là, puis tu fais comme, ça n'a aucun sens, man. Le gars, il se pitch, puis no fear, puis tu le sais quand Foley va monter en haut, là, tu sais, tu sais il va se passer de quoi, parce que, tu sais, après ça, tu as eu les autres LNSL, puis Foley avait mis la barre haute, puis tu sais, Sean puis Taker aussi dans le premier, là, mais Foley avait mis la barre haute avec ses chutes, tu sais, nous autres, en tant que fans, je me souviens quand on était jeunes, on espérait une chute du LNSL parce qu'on trouvait ça spectaculaire, mais tu sais, parce qu'on est jeunes puis ça nous impressionne, mais c'est dangereux en Christ, là. C'est pas d'autres, ça arrive, fait que. Non, c'est pas moi qui aurais fait ça, c'est sûr, certain. Non, vraiment pas. Puis en plus, non seulement le spot, puis tout ça, mais le call de JR aussi, puis qui capote, là, c'est insane. Ouais, vraiment, là. Ouais. Et la foule capote d'aplomb, comme évidemment, bien sûr. Il y a de l'aide pour venir aider Foley avec des officiels, le massothérapeute François Petit. Et le meilleur ami et mentor de Mick, Terry Funk, c'est son vrai nom pour vrai. Pas vrai? Ouais, Comment ça? le- Pourquoi tu sais ça, toi? ben, parce je sais, ils l'ont dit plusieurs fois par la suite, là, que c'est OK. le thérapeute François Petit. C'est le même qui s'appelait. Bon. Ouais. Ils viennent le voir, et même M. McMahon finit par arriver également. Puis, bien sûr, on a pu en parler, comme tu le sais, on a plusieurs reprises de ce qui est arrivé pendant que ça arrive. Wow. Puis, dans une affaire qui devait être écœurant, ben, qui devait être surprenant pour Taker, la selle commence à lever, mais il est encore dessus, il est encore en haut, là, il n'est pas descendu. Là. Mais Ouais, ouais, ouais. elle monte de genre au moins 6-7 pieds de plus. Là. Je vais tabarnak, pauvre gars. Et c'était pour permettre aux ambulanciers d'arriver, puis d'amener la Ouais. civière, puis toute l'équipe. Puis Gérard s'excuse pour la fin du match aux téléspectateurs, puis évidemment, puis Gérard, Lawler dit, ben comment tu peux t'excuser pour ça, c'est pas de ta faute. Ouais. Puis ben, malheureusement, je ne reviens pas. Ils ont parlé trop vite, parce que Mankind, comme un malade mental, s'est levé debout de sa civière, puis se dirige vers la cage, puis il remonte en haut, puis Taker le regarde du bord, puis il est obligé de remonter lui aussi. Pendant que Foley se tenait l'épaule. Puis Jim Ross, puis Lawler, puis pas mal tout le monde qui regardait le match à la maison ou dans l'assistance, ça revenait pas. Mais quand il finit par monter, malgré lui, malgré son épaule séparée, les deux se frappent à qui mieux. Mais Taker prend Foley par la gorge et un chokeslam s'ensuit. Mais le panneau de la cage défonce! Calice! Puis en plus, pour ajouter au malheur de Mankind, il y avait une chaise qui était en haut, qui a suivi la trajectoire, la chute de Foley, puis est tombé direct sa face. Fait que Lawler qui fait That's it, he's dead. Pour vrai. Ah ouais, man, c'est. Puis tu sais, c'était pas prévu, cette chute-là, la deuxième chute, là. Non. Fait que c'était pas prévu. Puis c'est là que sa dent est rentrée dans son nez, là. Ouais, ben, je pense que l'image est là, c'est ça. Ouais. On l'a, là, ouais, c'est ça, ceux qui écoutent sur YouTube, là, vous l'avez vu des millions de fois, là, mais. Puis d'ailleurs, parenthèse, Dark Side of the Ring ont fait un épisode sur ce LNSL-là. Là. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Mais écoute, c'est. Tu sais, il y a comme beaucoup de temps mort, mais c'est juste des gros spots dans ce combat-là. C'est bizarre. Je sais pas comment le décrire, mais c'est parfait comment ça a été monté ce match-là. Tu sais, je veux dire, c'était pas voulu, là, la deuxième shot, évidemment, là, mais ça rend l'affaire encore plus spectaculaire.
Puis, non, c'est comme vraiment, là, le match est monté. Évidemment, c'est pas comme Taker et Shawn. Taker et Shawn, c'était plus un. C'était un gros fight. Puis, ben, quoi que Shawn a mangé une crise pareille, là, mais c'est différent, mais c'est vraiment, vraiment là, bien fait. Mm-hmm. Puis Jim Ross il dit Will somebody stop the damn match? Là, c'est des commentaires qui voulaient tout dire que le monde pensait aussi en regardant le match. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est fou comment tu penses que l'affaire, le spot est arrivé parce que, tu sais, évidemment, Foley, puis il l'a dit par la suite dans plusieurs entrevues, puis sûrement qu'il dit dans l'affaire LNSL, le Dark Side of the Ring, là, il dit sûrement aussi. Là. Mais il disait comme quoi, il était avec Kerry Fong comme année, puis il parlait du match. Il disait qu'est-ce qu'on peut faire pour taper le match l'année passée avec Sean et Taker? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Puis tout. Puis là, Terry Fong a dit à la joke, bah, Chris, il faudrait le tailler sur le top de la cage. Puis il a dit ça en joke, là. Puis évidemment, ben, c'est ça. Ça a fini par arriver, puis le reste, on sait ce qui est arrivé. Puis d'ailleurs, je vais en profiter là, pendant qu'on parle aussi de Foley. Récemment, il voulait faire un dernier match, genre un death match, puis il avait demandé à MJF. Il y avait eu une rencontre avec MJF dans un restaurant pour faire ce match-là contre lui parce qu'il disait que MJF il allait le surélever au micro, qu'il allait donner des bonnes promos, puis même si le match serait moyen parce que lui, il a de la misère à bouger, il paraîtrait mieux à cause de MJF. Puis finalement, il dit que ça se donnera probablement pas, là, mais ouais. Il voulait faire un dernier match, un autre dernier match, puis c'était contre MJF ou un autre jeune talent de la WWE. Je me souviens pas c'était qui, là, mais. OK. Ouais, ça pourrait être cool. Après, mais MJF, ça pourrait être solide. Ouais, mais là, maintenant, je pense que il faut passer à autre chose aussi. Là, s'il veut faire le dernier match puis il est en forme pour le faire, c'est encore là. Il faut qu'il soit en forme pour le faire puis qu'il ait le goût de le faire aussi. Là. Si, le monsieur, là, maintenant. Là. Ben oui, mais regarde, tu peux pas empêcher un cœur d'aimer. Hein? Oui, ok, parfait. Ben là, façon de parler, là. Quelque chose de même. Taker descend... Ouais. Taker descend à travers le trou du toit, puis donne à Funk un chokeslam pour donner un peu de temps à Mankind de se revenir à lui. Puis après ça, quand le match continue, ben, au premier punch que Taker donne à Mankind, ben, tu sais, il prend pas un bump, il fait juste genre, il tombe comme un château de cartes qui s'écroule. C'est vraiment genre, tu me frappes, puis genre. Il est sonné, là. Ah ouais, il enlève vite, là. Puis pour vrai, on en a mis là, sur YouTube, là, évidemment, pour le review. Mais allez voir les photos pour le LDSL, sont hallucinantes pour vrai. Les photographies de ce match-là, c'est vraiment, vraiment beau. Là, fait que c'est spectaculaire au bout. Là, fait que allez voir ça. Absolument. Arrête de regarder Raw, toi. C'est toi qui fais ça, c'est pas moi. OK. J'ai mon texte à côté. Ça, tu check pas, je t'ai vu depuis tantôt, t'es comme ça, tu regardes dans le coin. Là. Tu gagnes CM Punk, là? Non, c'est Chad Gable qui a gagné. Elle américaine. Elle Grande. De la Money in the Bank? Ouais. Punk n'a pas gagné. Non. Mais voyons donc, quand ils sont tombés sur la tête. Ouais. C'est ça. Eh boy. Bref, après ça, c'est Taker qui accompagne essentiellement Mankind à travers les prochains moments du match. Là, puis il va pour le old school pour que Mankind gagne un peu plus de temps. Puis Foley nous donne le célèbre visuel où JR dit qu'il sourit, comme tu as montré tantôt, dans le fond. Là. Puis le mec avait expliqué par la suite qu'il essayait de mettre sa langue à travers le trou de sa lèvre inférieure, mais la barbe et le sang bloquaient le chemin. Ça, puis aussi qu'il y avait une dent pognée dans sa narine. Fait que il sourit pas vraiment. C'est juste que ça ressemble à ça. Taker est envoyé dans la cellule et maintenant il saigne pour rendre ça plus égal. Comme si c'était égal après un petit peu de sang. De retour sur le ring, Mankind fait un super marteau pilon en tirant le maillot sur une chaise. Et Foley fait son DDT avec à double bras. Et ça lui donne le temps d'aller prendre un sac en dessous du ring. Et c'est des punaises. Ça, aujourd'hui, c'est rien, là. Mais à l'époque, c'est fou. Là. Surtout quand tu as fait 2 chutes de la top de la selle aussi en plus. Là. Ça te tente pas de faire un roll-up 1, 2, 3, non? On comprendrait, là. Tu sais, juste ces 3 moves-là qui mangent, 4, là, il en mange 2 dans les Tom Tac, là, mais juste ces 4 moves-là peuvent taper une carrière au complet d'un lutteur quasiment. Tellement que c'est fou. Il prend le sac et le vide sur le tapis. Et Taker fait comme s'il tomberait dessus, mais il s'en sort avec une grosse pote. Puis il va pour le coup de la pierre tombale. Mais Mankind il a fait la mandible claw.
Et l'homme d'outre-tombe se calme un peu. Mais il revient à lui, il soulève Mick et tombe sur le dos. Et Mankind a des tacs sur lui, mais pas assez à son goût. Fait qu'il Taker, il fait un autre chokeslam sur les punaises. Pas croyable, pour vrai. Ça n'a aucun c'est malade mental. Là. Et un tombstone plus tard. C'est terminé pour Mankind, et tant mieux. Parce que lui, je pense qu'ils ont fait le tour. Là. Puis l'Undertaker remporte le match. Fait que dans le fond, Taker a mangé aucun move. Là. Ben, pas tant. Là. Il a mangé une coupe de coups dans la cage, un power driver. Puis, ah oui, c'est vrai, le power driver quand même. Mandible Claw. Pas mal ces 4 affaires-là qu'il a mangé. Là. Ouais, puis c'est avec les temps morts, là, avec les temps morts de la chute puis ces affaires-là, le match a duré 17 minutes. Fait que c'est quand même tight pour ce genre de match-là, puis les bombes qui ont été pris dans le match, parce que tu regardes ça, là. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, là. T'as les 2 chutes de Foley, t'as le Paul Driver, t'as le Chokeslam, t'as le Tombstone, t'as le Mandible Claw. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment un spot show, là. Un spot match, là, quasiment. Mais c'est tout est bien fait dans le match. Puis, tu sais, il a fallu qu'il improvise aussi après le chokeslam, là, veux pas. Là. Tu sais, ça aurait pu juste finir là. Puis après le combat, Mankind veut partir en civière, que ce soit une innovation debout, alors que les continuent d'aller avec Terry Funk et un arbitre. Et Jar puis Lawler montrent plus de reprises des 2 chutes de la cellule. Puis Lawler aussi, il a des poignées de punaises dans sa main, puis il les monte à la caméra. Puis pour vrai, c'est enfin fini. Mais pour vrai, tout un moment, puis le combat n'est pas pire pantoute non plus. D'habitude, c'est le temps de vous dire, si vous ne l'avez pas vu, mais pas mal sûr que tout le monde qui écoute le podcast l'ont vu au moins une fois. Là. Je peux pas croire que. Ouais, réécoutez-les, par exemple, ça vaut la peine. Ça a bien vieilli aussi. Ouais. Puis la chute de la cage de Foley, c'est pratiquement genre l'équivalent de Hogan qui se l'a mandré, genre WrestleMania 3, là, dans ce style-là. Là. C'est une affaire qu'on va voir souvent. Là. Puis ça, puis peut-être aussi le Spear de Edge du top de l'échelle sur Jeff Hardy. C'est pas les 3 moments les plus montrés, je trouve, dans l'histoire de la lutte, WWF surtout. Là. Est-ce qu'on sait s'ils ont voulu arrêter le match après le chokeslam dans la cage? Je sais pas. Sûrement que. C'est sûr que Foley a dit non. S'il était conscient, il doit avoir dit non parce qu'il faut que je finisse mon match. Là, mais. Ouais. Puis, je sais pas si. Puis donner une idée, là, ce match-là de Taker contre Mankind, il a sa propre page Wikipédia. Fait que tu vois que c'est genre. Ah oui, c'est iconique là, au bout. C'est rare les matchs qui ont une page Wikipédia pour eux autres tout seuls. Là. Fait que voilà. Ça explique c'est tout ça. Puis de ce combat-là, il faut y avoir les blessures suivantes. Une commotion cérébrale, 3 dents assommées, une épaule séparée disloquée, une mâchoire disloquée, du saignement interne et plusieurs plaies de perforation. Juste ça. À peine. J'ai pas pareil. Ben ouais, voyons donc. Un petit Z-Pack, puis t'es correct. Ah oui. Et là, c'est plus tricky, par exemple, parce que oui, c'est un gros match, il y a beaucoup de gros spots, mais en match de lutte, c'est dur de. En tout cas, moi, je vais dire ma note. Je comprends ce que tu dis. Je comprends, oui. Peut-être. OK, moi y aller. Je vais dire, je donne à ce match-là 4,5 sur 5. C'est très dur, effectivement, à choisir. Tu peux pas donner 5 stars, mais tu peux pas donner plus bas que tout 4 écarts, je dirais. 4 max. C'est exactement ce que je me suis dit, parce que je me suis dit, c'est pas un 5, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a trop de. Tu sais, je veux dire, il y a trop de bons matchs, je veux dire, de lutte. En même temps, il y a tellement de moments dans le match. C'est un match qui tu sais, le match est plus grand que nature. Là. Ouais. Fait que moi, j'ai donné. J'étais un petit peu moins généreux. J'ai donné 4 et un quart. 4 et quart. 4 et quart, excuse. C'est correct. Ben ouais, c'est un quart d'étoile de moins. C'est pas mal ça aujourd'hui. En même temps, c'est. Comment je pourrais dire ça? Oui, c'est subjectif, mais c'est pas tout le monde qui aime ce style de lutte-là non plus, là, les matchs hardcore. Là, fait que... Mais je l'ai noté beaucoup plus avec ma tête qu'avec mon cœur, parce que mon cœur, il donne 4,5, 4 et 3 quarts facile, parce que j'adore. Je veux dire, c'est un moment charnière en tant que fan de lutte de ma jeunesse. Là, fait que... Mais moi, c'est le contraire. Pas le contraire dans le sens que j'ai été aussi objectivement, là, mais j'aurais mis 5. Si j'arrêtais juste de moi, de mon cœur, j'aurais mis 5, là, parce que je comprends, ça mérite, le tout mérite tout ça, je comprends, oui.
Ça mérite tout ça, le tout. Fait que, mais sinon, 4,5, je trouve ça, c'est fair. C'était bon, ça, 4,5. Ouais, très bon, ouais. On va dire à tout le qu'on a un 4,5 sur le podcast. Oui, exact. Taker et Mankind vont rester en rivalité par la suite. Rivalité qui va bien sûr inclure Stone Cold Steve Austin et Kane. Parlant d'eux. Quelques vidéos pour leur rivalité. Et Vince McMahon en a fait un First Blood match, puis Kane a annoncé qu'il se mettrait en feu lui-même et prendrait son dernier souffle s'il ne remportait pas le titre de la WWF encore là. Juste ça. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux à soir. C'est pas mal by the numbers, le pay-per-view. Ben oui. Mais pour vrai, depuis. Tu sais, je veux dire, la finale du King of the Ring, les 3 derniers matchs, c'est quand même des bons bangers, je trouve. Ben, Final King of the Ring, c'est le 3e match. Là. À moins que tu parles incluant celui-là, tu veux dire? Ben non, t'as la finale du King of the Ring, après ça, t'as le LNSL, puis t'as Kane, puis Austin. Ben, c'est ça, mais t'as dit après Non, mais incluant la finale du King of the Ring, ouais. Ok, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Puis le tag team, t'es pas mauvais non plus. Non. Match numéro 9. Kane contre Stone Cold Steve Austin dans un combat First Blood, premier qui saigne. Le champion de la WWF et l'arbitre senior Earl Hebner est l'arbitre du match. Un des matchs que je me souviens le plus de ma jeunesse, qu'on en parle, qu'on parle des moments, qu'on parle de la storyline, qu'on parle de la fin du match. C'est on dirait que si quelqu'un parle de ça, tout de suite, ma Switch est on. On dirait que c'est précis dans ma tête. Austin se précipite sur le ring et utilise immédiatement la ceinture pour frapper Kane en plein visage. Puis l'affaire aussi dans le match, c'est que Kane, il y a genre un masque, il y a genre les 2 sleeves, il n'y a pas vraiment de place pour saigner à part le cou. Là. Fait que, puis Austin n'est pas vraiment avantagé. À moins d'enlever son masque, mais c'est sûr que ça n'arriverait pas là, quand même. C'est cool, hein? De quoi? Austin, il y avait des D-gel comme nous autres au Flip Gym dans le temps. Ouais, je pense qu'il était blessé, je pense. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça. La seule place, à part le cou, là, mettons, là, mais les mains de Kane, mais tu sais. C'est ça qui rend le match intéressant aussi. Ouais. En même temps, en voyant que Kane est genre full bodysuit, c'est comme un giveaway qui perdra pas. Là. Surtout en plus, en même temps, je dis que le giveaway, c'est pas ça, mais le giveaway qui va se mettre en feu, c'est pas un seul giveaway qui va gagner. Là. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouvais même à l'époque que vu qu'il y a un masque et que c'était impossible de le faire saigner, que ça allait être le contraire, tu sais, qu'elle allait nous swerve. Puis on va le voir avec les résultats du match. Je trouve que étonnant. Puis en plus, Austin était champion, Kane n'avait jamais été champion. Fait que tu sais, tout ça ensemble, je me suis dit c'est trop évident, c'est sûr que. Mais bon, on va y aller avec le match, puis après ça, on en reparlera. Ouais. Après ça, Austin expose le métal en dessous du coussin du coin, mais Kane l'attaque par derrière. Et la grosse machine rouge tente la pierre tombale, mais Steve s'échappe et Kane est projeté au sol. Et Austin envoie Kane dans les escaliers plusieurs fois, pendant que la LNSL s'abaisse autour du ring. Puis Jar se demande qui contrôle tout ça. Oui. D'après toi. Autour de Kane de lancer le champion dans les marches du ring, puis la cage qui descend encore. Kane tient Austin au sol par la gorge pendant que la selle descend vers le bas. Il tease qu'Austin va se faire écraser par la cage, mais il est capable de s'écarter juste à temps. Et Austin a une coupure dans le dos, mais Lawler et JR en note tous les deux que l'arbitre Earl Hebner a déclaré plus tôt au free-for-all qu'il n'arrêterait pas le match pour une petite coupure. Fait que vraiment qu'il saigne vraiment de la plomb. Et Austin envoie Kane dans la cellule et maintenant elle se lève pour qu'Austin ne puisse pas utiliser à son avantage. Puis on le voit sur YouTube, là, mais dans un visuel vraiment cool. Là, Kane il reste pogné dans la porte de la selle puis elle monte. C'est comme comme des films d'horreur, mettons. Là, fait que pour vrai, puis c'est fou. Puis évidemment, Austin finit par le frapper puis il tombe en bas puis il prend un bump, mais pour vrai, le visuel était fucking nice. Et puis, il prend un esti de débarque aussi, là, quand il tombe au bord de la porte. Là, il poire. Pour vrai, là. Puis, c'était cool parce que quand il a voulu étrangler Kane avec la selle, c'est que c'était nice, mais l'affaire, c'est qu'il ne contrôlait pas vraiment la selle. Puis, il ne pouvait pas nécessairement arrêter dessus. Fait que tu voyais qu'Austin voulait se mettre en dessous, mais en même temps, il se disait, mais là, maintenant, s'il descend, ils vont m'étrangler pour vrai. Fait que je fasse attention. Là. Fait que, mais non, c'était. Ils ont bien... Puis je suis content aussi qu'ils n'aient pas gardé la. Je me souvenais pas qu'ils n'avaient pas gardé la selle.
quand j'ai réécouté le match, c'est une affaire que je me souvenais pas, c'est que j'étais comme ah fuck, c'est Poche qui descendent la selle. Je comprends en même temps pourquoi ils le font. Mais c'est Poche qui le fasse, vu qu'il vient juste d'avoir un LNSL. Puis quand je l'ai vu remonter, je suis OK, c'est nice, au moins elle va pas rester là. Mais le fait que la cage redescend encore, c'est parce que on sait que c'est Vince qui contrôle là, Ouais, la cage qui ouais. descend. Il voit quelqu'un a l'avantage, fait qu'il va donner la chance d'avoir la selle en tour pour qu'il saigne plus facilement. Ouais, Comme logique exact. un peu. Là. Okay, ouais. Mhm. Et après ça, les deux se battent dans l'allée. Et Austin essaie de faire un marteau pilon, mais Kane s'en sort avec un surpassement. Puis après ça, on voit ensuite Vince dans une boîte privée à côté de Sable. Puis il dit qu'un an plus tard, elle va poursuivre la compagnie pour harcèlement sexuel parce qu'il voulait faire un angle de lesbienne avec. Puis le pire là-dedans, c'est que dire que 5 ans plus tard, elle va être de retour dans un angle de lesbienne avec Tori Wilson. Tu ne vas pas le faire à 5 ans, mais. Ça n'a aucun sens, man. C'est Ah oui, incroyable. puis Vince et Sable vont se frencher à la télévision live dans les storylines puis se fréquenter. Ah, la C'est tout lutte. ce que l'argent peut faire, hein? Ouais, ah, la lutte. Et ensuite, après une botte, ramène les choses sur le ring où il fait un rebond à la tête de Kane sur la boucle exposée du coin. Stone Cold vole un ventilateur de bureau et frappe Kane au visage, mais encore une fois, il a un masque, donc il n'y a pas de sang. Ref bump sur la barricade. Il est de retour sur le ring. Kane tente de s'accorder à sa troisième corde, mais Austin se tasse et il commence à piétiner un trou de boue dans la grosse machine rouge dans le coin. Et le serpent à sonnette du Texas tourne son attention vers le fait d'essayer d'ouvrir la tête de Kane. Et contre toute attente, je ne sais pas comment il fait, là, mais Mankind arrive avec une chaise. Il doit être à l'hôpital, lui, c'est pas normal qu'il soit là. Faire C'est un malade, ce gars-là, man. Il mange un stunner et la même chose n'est pas arrivée au démon favori de l'enfer. Maintenant, l'Undertaker est ici. Il va pour frapper Mankind avec une chaise, mais Foley se penche et frappe la chaise d'Austin qui revient sur son visage à lui. Et Stone Cold est busted open comme sur Sirius XM. Oh, et pendant que Taker remet l'arbitre sur le ring, il utilise un gallon de gaz pour le réveiller. Kane frappe Taker avec une chaise pour l'envoyer faire ses bagages. Et l'arbitre commence à se réveiller alors qu'Austin frappe Kane avec à la tête avec une chaise. Hebner voit qu'Austin saigne abondamment et fait sonner la cloche pour signifier la fin du match. On a un nouveau champion. That's gotta be Kane. Et après la décision, Austin n'en revient pas et parle à Hebner pendant qu'on voit M. McMahon être soulagé et bien heureux du fait qu'Austin n'est plus le champion. Et c'est comme ça que se termine le pay-per-view King of the Ring 1998 de la WWF. Puis on va se le dire, là, le suit de Taker, quand il vient dans le ring, il est là en tabarnak. Là, son genre de suit de jogging noir. Là. Ouais, il y a un chandail par-dessus. Là. C'est que c'est là, Ah, mais il s'en allait. Ah oui. Il pensait pas revenir, lui, là. Il veut Mankind arriver. Ah ouais, mais son petit jacket. Sinon, un bon main event, même si les résultats étaient pas mal garantis. Là, je sais que toi, tu m'as dit le contraire. Ouais, moi, je pense pas. Là. Je trouvais que No Way que Kane était pour perdre puis me se mettre en feu là-dessus. Mais au moins, la façon que la finish était faite était bien amenée. Fait que j'ai pas eu ça. Fait que j'ai donné une bonne note au main event, mais j'ai pas donné une note super forte non plus. J'ai donné à ce match-là 3,5 sur 5. Ouais, moi, j'ai vraiment. Je me souvenais que dans le temps, j'avais apprécié le match, la storyline dans le match, la façon que ça avait été fait. J'avais oublié la LNSL. Mais non, j'ai vraiment. Je l'ai réécouté puis j'ai pas été déçu, honnêtement. Les 2 derniers matchs, là, ça a été un vrai plaisir d'écouter ça. Puis j'ai donné 3 et 3 quarts, moi, dans ce match-là. OK. Bon, encore là, c'est pas un quart d'étoile de plus. C'est pas si pire. Exact. Et évidemment, comme vous le savez tous, le règne de champion de Kane va durer un soir seulement quand il va reperdre la ceinture contre Austin le lendemain à Raw. Le même Raw où Austin est arrivé en Zamboni puis il a fait un clone à Vince McMahon. Et Tucker aussi dit qu'il avait aidé Kane à gagner parce qu'il ne voulait pas voir son petit frère se brûler vivant et vivre le traumatisme de ça encore une fois. Puis tranquillement, pas vite, Kane et Tucker vont revenir ensemble après ça. Alors voilà. On est rendu au match of the night et au pire match de la soirée, la note du show va être égale pour les deux affaires, je pense. Là. Tu penses? Ben, Taker Mankind, match of the night, les deux, ça c'est sûr. Ben, avec la note, en tout cas, c'est ça. Là. Oui. J'étais pas sûr, mais oui. Ouais. Et le pire match, Rock contre Severin, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça, moi aussi. Et la note du show. Je vais y aller en premier, je vais le dire. Je vais donner à King of the Ring 98 la note de 7,5 sur 10. Ah ben, tabarouette. Là, Toi par aussi, c'est ça? exemple, là, ça peut. J'ai quelque chose. Parle donc, Ou voir. tu l'as pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? La note du show, j'ai dit 7,5 sur 5, j'ai dit. Sur 10. OK. Moi, ma note. OK, moi, ça sera pas facile. Là. OK. Je vais donner à King of the Ring 98 7 sur 10. Okay. Ben, j'ai trouvé que juste le match de LNSL, ça valait quasiment genre 3-4 points tout seul. Là. Puis Ouais. le reste, il y avait de l'action solide dans le show. À part Severin contre The Rock, il n'y a pas grand match qui était vraiment pas bon. Là. Même les matchs moins forts, genre les 2 tag matchs étaient quand même solides. Puis le 3 contre 3, puis les 2 contre 2. Là. Mais sinon, c'est pas un show que je recommande. Mais c'est dur à dire. C'est pas un show que je recommanderais. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais à regarder non plus. Là. Moi, je le recommanderais. Je sais pas. À part le match à l'NSL, si par miracle vous ne l'avez pas vu, je sais pas. Mais ça s'écoute bien. Là. Je suis pas d'accord. Moi, les 3 derniers matchs, finale du King of the Ring, LNSL, puis le main event est très bon aussi, là, pour vrai. Non. Ouais, écoutez ça, puis regardez aussi des affaires qui n'ont pas d'allure, genre une finale avec un head and shoulder. Ça, c'est vraiment très bon. C'est drôle, hein, parce que j'ai donné une plus grosse note au show que toi, je veux dire. Puis c'est toi qui le recommande, puis c'est moi qui le recommande pas. C'est weird un peu, hein? Ça n'a pas de sens, ça. Non. La vie est un non-sens. C'est vrai, ça. Fait que voilà, ce qui conclut King of the Ring 98. Il est rendu où, celui-là? Dans le rétroviseur. On le voit plus, on n'en parle plus. Non. Fait que c'est ça, fait que, évidemment, qui dit podcast dit semaine prochaine au podcast, ça va être ça. Marco, tu m'as annoncé tantôt? Oui, la semaine prochaine, on va faire le King of the Ring 2001, donc un deuxième rétro review King of the Ring, comme à chaque année, on en fait 2. Évidemment, aller voir aussi le cash-in des Money in the Bank, l'historique des 33 Money in the Bank à date. On fait l'analyse de tout ça. Et aussi notre dernier podcast, c'est pas notre dernier podcast parce qu'il y en a un mystère, là, mais notre dernier annoncé du mois de juin, c'est la biographie de Jimmy Cornette. Et voilà, et bien sûr, à travers la table. Oui, à travers la table, évidemment, on a plein de belles choses qui s'en viennent. On va avoir un spécial GPW, donc on va faire le rundown de la carte. On a des invités spéciaux, évidemment, qui sont sur le show de la GPW. Et c'est ça. Il nous reste 3 shows après ça, avant la petite pause d'été à travers la table. On continue avec nos rétro reviews puis nos podcasts rétro le dimanche. Puis pas mal ça pour le reste de l'année. On sera de retour fin août à peu près pour à travers la table. Parfait. Fait que d'ici là, messieurs, portez-vous bien. Merci Marco pour le rétro review. C'était bien le fun. C'est bien. Ça fait plaisir. Fait qu'on se voit la semaine prochaine à travers la table et bien sûr King of the Ring 2001. Mais d'ici là, n'oubliez pas, c'est très important. Allez, bah!